Carrément. Voilà. Ok. Donc Côte d'Ivoire. Quelles sont les 2-3 choses de ton expérience sur Paris, dans les boîtes que tu as fait, en stade, que tu as gardé aujourd'hui? Ou est-ce que tu en as gardé déjà? Oui, bien sûr. Dans tout ce qui va être rudiment du métier, best practice, le chasseur de tête va avoir des techniques pour identifier les talents. C'est quoi les techniques pour identifier les talents d'un chasseur de tête? Voilà, on pourrait faire un podcast de 3 heures. Y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps sur le sujet. Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, le monde évolue, donc tout le monde non, mais la majeure partie des personnes sont sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux à vocation sociale, vocation professionnelle. Donc déjà, c'est de pouvoir savoir comment fonctionnent les algorithmes de ces réseaux sociaux-là, pour soi-même, en tant que recruteur, être présent et être visible des personnes qui y sont, et puis pouvoir savoir comment utiliser au maximum ces réseaux pour identifier les personnes qui sont inscrites. À côté de ça, tout ce qui va être stratégie d'identification de personnes qui sont anti-réseaux sociaux, parce qu'en 2020, il y en a encore. Absolument. Qui n'y sont pas, qui n'ont pas envie d'y être, et pourtant qui sont incroyable. talentueuses dans certains secteurs d'activité. C'est pas un tard, mais c'est à nous, justement, recruteurs, chasseurs de tête, d'avoir des techniques, et ça c'est un peu des techniques de détective privé, pour identifier qu'un tel est dans tel secteur d'activité, a développé telle compétence, et il va intéresser mon client, en fait. Alors, pour revenir à ce que tu disais, c'est pas une tare, absolument, mais je pense qu'il loupe une grosse opportunité, en fait, de ne pas être sur les réseaux sociaux. Je pense que la majorité des gens, en tout cas beaucoup de gens, pensent qu'il faut faire le guignol un peu sur les réseaux sociaux. T'as qu'à rester toi-même. Je suis convaincue de ça, mais bon, écoute, on est dans un monde de packaging. On est dans un monde aussi beaucoup d'artifices, il faut qu'on dise ce qu'il y a, où justement les artifices arrivent à, un peu comme la neige, fondre au soleil, et que de plus en plus on se rend compte qu'il est peut-être urgent de se connecter à ce qu'on est nous-mêmes, sans être dans une tricherie, parce que ce qu'on a de mieux à vendre, c'est la vérité de ce qu'on est, en fait. Et la beauté des réseaux sociaux, et je parle de ça parce que c'est vraiment là où je suis, ça révèle uniquement ce que tu es. Tu peux pas mentir jusqu'à... Pas longtemps, en tout cas. Exactement. Pas Les longtemps. réseaux sociaux ne te fabriquent pas, ça va juste montrer ce que tu es. Donc, si tu es bon, ça va montrer. Oui. Si tu es un filou, ça va le montrer. Tout à Dans fait. tous les cas, la vérité, c'est qu'une question de temps. Donc, les gars qui sont pas dessus, parce que je fais ça parce que j'ai envie d'inciter beaucoup d'Ivoiriens. Et on s'est connus sur LinkedIn. En tout cas, je t'ai contacté via LinkedIn. Exact, oui. Je vois beaucoup d'entre vous, et je t'englobe aussi dedans, qui fait du texte, ce qui est bien. Sauf que aujourd'hui, en 2020, la majorité des gens consomment plus de l'image. Et quand je parle d'image, c'est de la vidéo. Donc je me dis, ah mince, pourquoi ils font pas plus de vidéos? Parce qu'ils mettent des textes qui sont intéressants, mais c'est pas tout le monde qui va les lire. Alors que tu mets une vidéo, même si le gars il la regarde pas, il y a l'audio dans tous les cas. Il y a le système des podcasts, mais on n'est pas très familier encore. Les States sont beaucoup podcast. En Europe, ça commence un peu. Ici, c'est très loin. Tu parles de Apple Podcast, machin, les mecs sont ok. Mais ça va venir. Ouais, je dis pas le contraire. Mais si tu veux trouver ton marché, moi j'essaie de me positionner où est mon marché. C'est pour ça que je vais surtout Facebook, LinkedIn, YouTube, podcast et tout. Donc parce que je sais que potentiellement tout le monde est là-bas. Mais il y a beaucoup trop de personnes, je dirais, qui font des choses constructives. Parce que moi c'est ce que je recherche. Des personnes qui font des choses constructives, elles se cachent. Et c'est ça que je trouve dommage. Parce qu'il y a effectivement parce qu'elles sont pas à l'aise là. avec l'outil, peut-être, avec le... Elles ont trop regardé des people qui font n'importe quoi. Parce qu'elles pensent qu'il faut faire ça. C'est ça le truc, la perception qu'elles ont. Mais si elles restent naturelles, moi tout ce que je peux faire, c'est de faire des salles. C'est ça. Je vais pas aller, je sais pas, je vais pas montrer quoi que ce soit. Et c'est pour les gens, comme tu dis, qui ont un vrai potentiel et que tu chasses potentiellement, c'est à eux que je m'adresse en fait. Montrez-vous sur les réseaux. Pas besoin de poster. Même pas, tu peux contrôler ce que tu veux poster. Mais bon. Tout à fait. Mais ça, tu sais, ce que tu dis est très intéressant. C'est aussi, ça fait partie de la magie de l'accompagnement. Quand on est amené à accompagner des hommes et des femmes qui cherchent quelque part à se développer, et moi j'utilise un terme qui est plutôt le dépouillement que le développement. Parce qu'il y a le développement personnel, il y a le dépouillement personnel. En fait, je pars du principe qu'on ne va pas aller chercher un trésor à l'extérieur. Il est en fait à l'intérieur. Voilà. Et qu'on a été aussi, on a grandi comme ça, à se dire, on va se développer, on va rajouter ceci, on va rajouter cela, et on continue à être dans le faire et à chercher à l'extérieur, en fait.
quand toute la magie est à l'intérieur. Absolument. Donc le dépouillement personnel, c'est d'enlever toutes ces couches-là, en fait, de fausses idées reçues, de stéréotypes, de choses en lesquelles on croit mais qui ne sont pas vraies, et de se reconnecter à ce qu'on est, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, pour prendre appui sur cette vérité-là, quelque part, prendre vraiment, muscler cette fondation, et puis et par la suite se développer. Par la suite, en fait, briller, mais de ce qu'on est. Donc, en fait, ces bilans, ces accompagnements vont, via des outils, j'allais dire permettre, mais dès lors que la personne a accepté la démarche, qu'elle se connecte à elle-même et qu'elle identifie justement ce qui les rend uniques. Et de partir de ça, pour ne pas être une autre personne qu'elle-même, en fait. Tu vois en début de conversation, on parlait du fait que tu as dû t'adapter à la réalité d'ici. Oui. Donc finalement aux êtres humains qui sont ici. Oui. Et ce que tu viens d'indiquer, dans mon analyse à moi, j'ai pas l'impression que ce soit le monde extérieur finalement qui fait qu'on agisse, ou en tout cas on a peur de telle ou telle chose. Oui. J'ai l'impression que c'est plutôt dans notre enfance, notre entourage proche qui fait cela. Donc on est dans notre pays ici, la Côte d'Ivoire. On va pas se leurrer. Je vais pas dire, il y en a trop. Je vais dire, il y en a trop qui n'ont pas évolué dans les bonnes conditions, on va dire, au niveau du cocon familial. Qui fait que c'est très compliqué quand ils arrivent à l'âge où ils doivent être actifs, professionnellement et autres. C'est très compliqué de pouvoir détacher tout cela. Bien sûr. Donc, c'est un processus qui est très long. Il peut être rapide comme long, mais c'est un processus. C'est même compliqué. Si le gars il était dans une famille qui... Je ne dis pas qu'il faut dire je t'aime tout le temps, d'accord, mais où il n'y a pas eu ces témoignages d'affection par des actions concrètes, même si c'est une sortie, un encouragement. Et je remarque beaucoup ici, je l'ai vu quand je suis revenu, l'amusement, en tout cas la manière dont beaucoup de gens utilisent l'amusement, c'est en te chambrant, ou j'essaie de trouver le bon mot français, en te dévalorisant. Donc on te pique, mais on fait passer ça sous le côté rigolade. Et si tu as eu ça beaucoup, tu as l'impression que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. En fait, c'est ça. Tu sais, moi j'ai envie de te partager quelque chose. Cette citation qui dit « La vie des autres n'est que la vie des autres ». Dès lors qu'on a peut-être quelque part des blessures en nous enfouies, des espèces de fissures, et qu'on entend un message, s'il résonne en nous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en nous aussi à réparer. Dès lors qu'il n'y a plus de fissures, et que même si l'autre dit quelque chose et que je ne me sens pas concernée, ben je ne vais pas le ressentir de la même façon. Je partageais cette anecdote qui disait, même quand j'étais petite, je rentrais dans les taxis, et puis les taxis, un jour j'ai un taximan qui m'a dit hey, tu me fais mal à la tête et tout ça. Mais moi c'est quelque chose, depuis toujours j'ai parlé avec cet accent, et c'est quelque chose qui m'a atteinte en fait, qui m'a comment on dit ici, qui m'a fatiguée. Et un jour, je m'en souviendrai toujours, d'ailleurs, merci papa, très triste, je rentre à la maison et il me voit pas bien, il me dit qu'est-ce qu'il y a. Je lui dis mais partout où je vais on me dit je choque, et pourtant je parle comme ça, je sais pas quoi faire, je suis pas bien, ça me rend triste. L'essence même du message c'était ça, je sais plus si c'est comme ça que j'ai dit à mon père. Et mon père m'a dit tu sais, la vie en fait c'est d'être ce qu'on est. Parle avec l'accent qui te semble naturel. Si tu es sûr que c'est cet accent qui est naturel, ton environnement petit à petit va s'habituer à ça. On me dit plus ça aujourd'hui. Ou en tout cas, si on me le dit, j'entends même pas qu'on me le dit. C'est ce que tu dégages. C'est ce que tu dégages. Dès que effectivement tu as réussi. Je suis ce que je suis, et je suis avec ça en fait. Non, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Ce que ton papa t'a dit, je sais pas combien de temps ça a pris pour qu'effectivement tu aies super confiance en toi et tu dis ok, je parle comme je veux. Et puis, cet aspect-là, en tout cas. J'ai encore beaucoup de travail, je veux pas dire, mais cet aspect... On l'aura toujours. On va dire, on parle la même langue. Moi aussi, j'ai grandi en France, j'ai fait tout en France. Donc, quand tu viens ici, les gars, tu leur parles, ils te disent ils disent répète parce que tu parles trop vite. Ou tes R me fatiguent. C'est ma tante qui me dit ça. Mais la raison pour laquelle moi, j'essayais pas de prendre entre guillemets l'accent ivoirien, parce que j'avais l'impression que je me foutais d'eux. C'est comme ça j'étais. Je vais te parler. J'ai l'impression que je me fous de toi alors que c'est pas comme ça que je parle naturellement. Mais finalement, je me dis, ok, t'es obligé de parler comme ça dans certaines situations ou dans beaucoup de situations quand t'es ici.
Et je dis Ce que je fais, moi, c'est que je ralentis mon flow, j'essaie, mais je change pas mon accent. Ou alors ça dépend. Si je change, c'est que j'ai envie, vraiment. Je me contrains pas à le faire. J'ai une pensée pour ma petite sœur, puisque quand tu parles de ralentissement de flow, elle est encore là-bas, elle a dit je vais venir, mais elle parle à 2000 à l'heure, foutu. Mais aujourd'hui encore, on me dit ça, hein, Yannick, ça fait 4 ans de Côte d'Ivoire. J'ai fait un webinaire il y a deux semaines, on m'a dit il faut parler lentement. Au bout du 3e webinaire, on m'a dit c'est bon. J'ai dit ah bon, ben voilà. Donc je parle lentement, mais je ne change pas mon accent. On va venir au webinaire, je le retiens, au webinaire. Quel a été l'impact de tes parents sur toi? Parce que je parlais de l'environnement familial qui te forge, entre guillemets. Oui. Papa, maman, comment ils t'ont formé? Enfin, comment ils t'ont formé? Qu'est-ce que tu as appris d'eux? L'effort. Okay. L'effort, qu'on n'a rien sans effort. La persévérance aussi, et l'excellence. Voilà, j'ai un papa qui était interne et qui opérait à l'hôpital de Lyon, alors qu'un interne, voilà. Une maman qui... Un interne, attends, on va pas l'autre. Il était interne ici en Côte d'Ivoire et en stage, il a opéré. Ok. Voilà, donc juste pour dire. D'accord, voilà. ok. Donc la valeur du travail, oui. Mais en même temps, je pense que quand on aime ce qu'on fait, on ressent pas tant que ça le travail comme un effort surhumain. C'est même un plaisir, en Absolument. fait. Mais donc, peut-être changer le prisme. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Garde ta parenthèse. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas atteint ce que tu viens de dire. Ils peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire. Ouais. Quand tu aimes ce que tu fais, effectivement, ça ne devient plus un travail. Ouais. C'est juste, ok, il y a les efforts qui sont là, mais ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, comme on dit. Exactement. Mais ça, c'est une question d'histoire, d'éducation, de culture, de croyances. Aussi. Beaucoup de croyances limitantes. Mais les choses vont bouger. Petit à petit, elles sont déjà en train de bouger. Tu sais, dans les outils que j'utilise, moi, en évaluation, y a un outil qui est... c'est en anglais, c'est l'Enjoyment Performance Theory. C'est en fait une évaluation qui a été construite par un docteur en mathématiques et en psychologie. Et l'Enjoyment Performance Theory dit, en fait, choisissez des choses que vous aimez. Parce que plus vous aimez ça, plus vous allez répéter. Plus vous allez répéter, vous allez en fait pratiquer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez performer. Vous allez développer une expertise. Et plus vous allez performer, en fait, plus le feedback de votre entourage, que ce soit direct, les collègues ou alors hiérarchique, va être positif. Et ça va améliorer en fait votre jouissance au travail. Donc on est dans un cercle qui est vertueux. Donc apprendre depuis le plus bas âge à se connecter à ce qu'on est, ce qu'on aime, pour en faire un métier plus tard et finalement devenir des personnes excellentes dans ça. C'est une autre façon de voir les choses que de se dire « Ah, va à l'école, apprends tes leçons ». Je ne dis pas, il faut les apprendre, mais ne jamais perdre de vue ce qu'on aime en fait, quelque part, parce que c'est ce qu'on est. Et trouver sa voie dans ça. De changer de prisme, en fait. Je l'ai dit, je pense 1000 fois là dans le podcast, pardon, mais en fait, c'est ça, de changer la façon d'aborder les situations et se dire, ce que j'aime, vu que j'aime, je vais devenir bon dans ça, en fait. Moi, je pense que beaucoup adhèrent à ça. Et quand tu parlais de croyances et tout ça, j'adhère absolument. Mais je pense qu'il y a une chose qui manque dans ce message-là, c'est que les gens, on leur dit pas. C'est que tout le temps, on leur dit effectivement, fais ce que tu aimes, fais ce que tu aimes, fais ce que tu aimes. Mais on ne leur apprend pas à être prêt à la rejection, soit des gens de son entourage, et c'est ce qui fait le plus mal. Parce que quand tu dis tu vas te lancer dans un truc et tout, on dit ah ok, tu vas te lancer dans ça, on ne comprend pas forcément où tu veux aller, ou même de l'extérieur, le fait que les gens ne vont pas forcément adhérer tout de suite à ce que tu veux faire. Bien sûr. Et quand tu te lances en entrepreneuriat ou n'importe quel projet, et que c'est là où on te dit non. Si tu commences pas à prendre goût à ça, pour que derrière tu dis ok, mais ça fait partie aussi du game. Ça fait partie de l'aventure. Et tu vas pas forcément supporter. Exactement. Ça. Et si tu as insuffisamment développé ce qu'on appelle la confiance en soi, c'est sûr que tu t'écroules avec ça. Tu pars avec le lot des non. Forcément. Donc tout ça participe à se construire soi-même et développer cette confiance en soi, cette estime de soi. C'est pour ça que je reviens sur tes parents, en fait. Parce que je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient forcément. De ton cocon. On allait y venir, merci de me voir. Donc il y a eu ça. Et puis, moi, quand j'ai été un peu une gentille rebelle, et quand je leur disais non, et que je leur expliquais pourquoi c'était non,
Mais il m'accompagnait en fait, parce qu'il y avait tellement d'énergie dans mon non, il y avait tellement d'énergie dans mon explication de pourquoi c'est non, et que ce qu'il me conseille, ça va pas être